Le mouvement contre la vie chère a commencé en juillet dernier. Les manifestants réclament un alignement des prix avec ceux pratiqués en métropole. Un ultimatum avait été fixé au 1er septembre. Comment on peut payer un pack d'eau à 11 € en Martinique et à 2,30 € ici? La sirène du couvre-feu retentit. Interdiction de sortir jusqu'à 5 h du matin. Pourtant, cette nuit-là, les violences continuent. On va faire usage de grenades lacrymogènes. Quittez les lieux. J'ai demandé aux forces de sécurité intérieure de saturer les axes routiers et les ronds-points de leur présence. C'est que la France nous démontre que nous ne sommes pas tout à fait français. C'est que la France nous démontre qu'elle défend certains et pas d'autres au nom de la démocratie. On a rendez-vous à 16 h à la préfecture par normalement le préfet et des acteurs de la grande distribution. Nous avons des contraintes structurelles importantes. Nous sommes très éloignés de nos sources d'approvisionnement. La concurrence est féroce. 1670, on invente les taxes sous l'Ancien Régime quand un produit rentre quelque part. Cette taxe, elle est restée en Outre-mer. Elle s'est même institutionnalisée d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle l'octroi de mer. Depuis le temps des colonies, l'idée, elle est simple, la colonie ne doit rien coûter à Paris. Que nous souhaitons péter ce pacte colonial, le casser, le briser, ce pacte colonial. Le protocole d'accord prévoit la baisse de 20% en moyenne des prix de 6 000 produits alimentaires importés en Martinique. Pas suffisant, selon le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. On maintient les blocages, on maintient tout, il n'y a rien qui avance. Donc laissez-nous choisir un petit peu notre destin. Donc moi je suis Gladys Roger, la trésorière du RPRAC. Aude Goussard, secrétaire du RPRAC. Rodrigue Petitot, le R, président du RPRAC. Alors effectivement, le RPRAC, Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, depuis un petit peu plus d'1 an, par le biais de son président, Rodrigue Petitot, nous a fait souligner le différentiel de prix qu'il constatait, puisqu'il a la chance de vivre entre la France hexagonale et la Martinique. Et la question du prix dans l'alimentaire est une question centrale, puisque les prix sont parfois entre 20, 40, voire 300% plus chers. Moi, vivant dans la France hexagonale et allant souvent en Martinique, j'étais dans l'incapacité de ne pas faire le parallèle entre les deux en me disant mais pourquoi c'est aussi cher là-bas et pas ici? Comment on peut payer un pack d'eau à 11 € en Martinique et à 2,30 € ici? Je voyais cette injustice, surtout que la population n'a pas les moyens comme en France hexagonale. Les salaires, c'est pas pareil, le chômage il est beaucoup plus haut. Donc au bout d'un moment, quand on se pose des questions, qu'on pose des questions politiques et que personne n'apporte les réponses, on finit par se dire, logiquement, on va devoir se battre nous-mêmes. En constatant la souffrance des gens qui nous entourent et en constatant aussi notre incapacité à s'aider mutuellement, comme ça a pu être le cas il y a quelques années, on s'est dit qu'il fallait que le changement soit institutionnel et qu'on avait besoin de justice sociale parce que la moindre des choses, c'est qu'on puisse manger. C'est un droit humain fondamental. Je suis mère de 4 enfants, je vis maritalement et aujourd'hui j'en suis au stade où je fais 300 € de courses tous les 10 jours. Donc j'ai le budget du foyer qui est impacté de 900 € par mois, ce qui est vraiment trop énorme. Et ça me limite en choix alimentaire et je ne pense pas me nourrir de manière correcte aujourd'hui, puisqu'il faut faire des choix. Et j'estime ne pas être en situation de mettre mes enfants dans une santé alimentaire. Et c'est surtout ce qui m'a motivée, mais également les petits retraités, notamment du secteur agricole, qui nous ont plusieurs fois témoigné de la misère qu'ils vivent. Alors bien évidemment, nous restons des hommes et des femmes dignes dans nos territoires, mais nous trouvons cette injustice sociale juste insupportable. Et c'est ce qui nous a motivés à nous jeter les 2 pieds joints dans cette lutte. Alors, Aude et moi, on se connaît depuis très longtemps. On n'avait pas encore d'enfants, on était encore aux études. Et on a milité ensemble depuis quelques années en Martinique pour différents autres combats qui étaient pour nous essentiels. Et moi, je me suis retrouvée sur TikTok après une blessure à la jambe, une immobilisation de 21 jours. Et en scrollant, comme disent les jeunes, je suis tombée sur un live du R. Et après avoir vu d'autres lives, je me suis sentie appelée par ce sujet parce que ça nous concernait. Et la volonté des personnes qui parlaient aux 4 coins du monde, les Antillais et les autres, de pouvoir changer les choses.
m'a motivée à dire à Aude, il faut que tu viennes sur TikTok. Alors au fur et à mesure, elle s'est inscrite et puis on a commencé à intervenir sur les lives et la connexion s'est faite naturellement parce que notre désir d'agir à tous les trois et d'à faire vraiment évoluer les choses a donné le AirPrac. Nous avons eu de plus en plus de témoignages de mères de famille qui nous disaient carrément qu'elles devaient partager un bout de steak haché en 3 pour nourrir leurs enfants, voire des parents qui étaient entre 1 à 2 repas par jour. Donc au 1er juillet 2024, nous avons adressé une injonction à la préfecture de la Martinique et aux acteurs de la grande distribution. Et nous avions donné une deadline au 1er septembre pour apporter des réponses concrètes. Face à un silence assourdissant des autorités jusqu'au 1er septembre et une réponse vraiment timide de la part de la grande distribution, nous avons entamé un certain nombre d'actes de désobéissance civile où nous avons entrepris d'investir les hypermarchés à travers des opérations CADI. Et malheureusement, très vite, il y a eu une répression policière assez sévère avec des blessés et même un pic d'agression qui a carrément fait basculer la société martiniquaise dans de la violence. Un nouveau pic de violence dans le mouvement de protestation contre la vie chère sur l'île qui a débuté en septembre dernier avec des manifestants très déterminés. On a vu que les forces étaient carrément déployées sur des terrains privés de la grande distribution avec des gaz lacrymogènes sur des enfants, sur des mamans. Non loin de quartiers très populaires, ce qui a entraîné un embrasement progressif, mais certain, jusqu'à aujourd'hui. Donc, suite à cela, on a eu effectivement plusieurs tables rondes qui nous ont été proposées. Les 3 premières devaient se faire en préfecture, mais nous estimions que nous étions en démocratie et que le peuple, contrairement à 2009, devait être au courant de tout ce qui se passait. Donc nous avons commencé par exiger que les débats soient filmés. Puis par la suite, nous n'avons pas obtenu réponse. Donc nous avons demandé au président Serge Letchimy de la collectivité territoriale de Martinique, que nous considérons comme la maison du peuple, que les débats devaient être filmés, ce qu'il a accepté. S'il y a quelque chose qu'on peut s'accorder de dire en commun, ça ne peut pas continuer. Et que si cette réunion nous permet, au-delà de nos propres intérêts particuliers, de parvenir à un accord, ce sera un premier pas vers l'évolution de la Martinique, vers plus d'apaisement, de démocratie économique et surtout d'un développement mieux intégré. Et donc, arrivé à la collectivité territoriale, nous avons eu la possibilité seulement d'avoir les débats filmés et de pouvoir récupérer les vidéos pour que rapidement nous puissions les mettre sur les réseaux sociaux afin que le peuple martiniquais, mais pas seulement, tous les autres territoires des Dromcom, parce que nous insistons sur le fait depuis le début que notre combat n'est pas dans le but d'obtenir une baisse des prix uniquement pour la Martinique, même si nous sommes résidents en Martinique. Les mêmes problèmes sont aussi sur les autres territoires, et il se trouve que ce sont les mêmes acteurs économiques qui sévissent sur tous ces territoires avec des prix qui s'escaladent de manière incompréhensive. Cette explication qu'ils nous donnent que c'est le coût de transport qui cause le coût des denrées alimentaires chez nous ne nous satisfait plus. Nous sommes arrivés avec un nouveau fonctionnement, le fait d'avoir une interactivité avec le peuple, par les réseaux sociaux, d'être connectés avec eux tout le temps. Nous nous sommes affranchis de tout fonctionnement conventionnel, tout fonctionnement traditionnel. Ça veut dire qu'on est devenu le haut-parleur du peuple, à dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas, mais on est devenu leurs yeux et leurs oreilles. Ça veut dire qu'il y a une confiance qui s'est installée et ça a permis aux jeunes, aux anciens d'adhérer, femmes, hommes, d'adhérer. Donc le côté franc et le côté direct, à ne pas passer par plusieurs chemins. Nous sommes les enfants de ceux qui se sont battus avant. Nous sommes dans la continuité, comme on dit, c'est pas un nouveau combat 2024, c'est la continuité de 2009. Février 2009, comment oublier? Aujourd'hui, pour les ténors du monde du syndicalisme, tout reste à faire. 2009 n'a pas été un échec. C'est l'attente entre 2009 et 2024 qui est décevant, de voir que les choses n'ont pas changé après un aussi gros combat. Ça a été peut-être notre erreur de ne pas mener le combat dès le début par nous-mêmes.
Il faut qu'on remonte à très loin pour comprendre la question de la vie chère à la Martinique. Malheureusement, ce n'est pas une tare que d'en parler et ce n'est pas vivre dans le passé que d'en parler. Nous avons d'illustres intellectuels, écrivains qui parlaient déjà dès les années 60 du pacte colonial qui date véritablement de l'époque de la monarchie où il était question de faire des Outre-mer un marché captif, un marché de comptoir. Et donc, il était question pour les réformes agraires en France hexagonale, d'épuiser les produits agricoles de la France vers les Outre-mer, c'est-à-dire que les bateaux partaient avec le tabac, la canne, la betterave, pour fournir les fameuses épices. Et en contrepartie, il fallait redescendre avec des denrées pour permettre à l'agriculture française de trouver un autre marché que son territoire strict. Et donc, c'est une condition sine qua non qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sous le joug de la monoculture de la canne et de la banane. Et donc, les conteneurs partent remplis, doivent revenir avec des denrées alimentaires. Donc, c'est ce qui nous place quelque part dans un marché captif de dépendance alimentaire. Et nous sommes venus aujourd'hui, non pas pour... nous avons la prétention et nous avons la fougue de notre jeunesse pour dire que nous souhaitons péter ce pacte, le casser, le briser, ce pacte colonial, mais pour ce faire, le pouvoir local est impuissant. Donc nous sommes venus à Paris, sachant que la dernière sortie du Premier ministre, dont nous ne sommes pas très fiers d'ailleurs, qui a préféré encore une fois parler de répression et de judiciarisation du mouvement, plutôt que d'apporter une réponse concrète aux Outre-mer. On a aussi un travail avec la justice pour judiciariser un certain nombre d'individus. On va rétablir l'ordre. Mais parallèlement, il faut aussi qu'on prenne en compte la demande de la population sur la vie chère. Or, le pouvoir décisionnel se trouve à Paris. Donc, nous nous sommes dit, puisqu'il ne veut pas descendre avec la pression, nous allons pousser le culot. Et dans l'histoire des luttes des Outre-mer, généralement, seuls les parlementaires ont vocation à pouvoir mener au plus haut les revendications. Nous sommes non pas dans une rupture politique, mais nous sommes véritablement dans un changement de paradigme que nous voulons opérer. Et grâce également à la force syndicale, aussi bien de la Martinique et de la France hexagonale aujourd'hui, nous avons un soutien outre-Atlantique grâce aux métropolitains, aux personnes de la métropole. Donc, nous attendons de rencontrer toute personne de pouvoir qui pourra nous écouter, échanger. Et donc, nous voulons vraiment échanger à bâton rompu, sans violence, pacifiquement, pour que l'on soit entendu et que l'on change de paradigme d'ici les années à venir. 1670, on invente les taxes sous l'Ancien Régime quand un produit rentre quelque part. Cette taxe, elle est restée en Outre-mer. Elle s'est même institutionnalisée d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle l'octroi de mer. C'est au final les citoyens de Martinique, de Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane et d'ailleurs qui payent quand ils achètent des produits, ce qui permet aux mairies et au Conseil général de vivre. Ce n'est donc pas Paris qui envoie de l'argent. Pourquoi ? Parce que depuis le temps des colonies, l'idée elle est simple, la colonie ne doit rien coûter à Paris. C'est vrai que pareil, comme pour le pacte colonial, la taxe d'octroi de mer provient de la période coloniale. Cependant, entre-temps, nous avons des élus qui ont réussi à désorienter la vocation de cette taxe d'octroi de mer et elle devient finalement une taxe protectionniste pour la production locale. Sauf que quand on analyse bien avec notamment nos camarades économistes, nos spécialistes en droit des affaires et des sociétés, cette taxe d'octroi de mer ne pèse pas si lourd que ça dans la fixation du prix. Et la taxe d'octroi de mer aujourd'hui, même si elle doit peut-être être revue au niveau de ses taux, il y a quand même ce phénomène de pacte colonial qui fait que nous sommes quand même dépendants du marché européen. Donc, pour protéger notre production locale, on a besoin d'une taxe qui permette de protéger la production locale. Néanmoins, quand on défile l'ensemble des points de fixation du prix, la taxe d'octroi de mer est loin d'être la plus assassine. Et en revanche, les marges bénéficiaires, les marges arrières, les marges bénéficiaires, les phénomènes d'exclusivité, les phénomènes de massification, puisque le même acteur majeur de la grande distribution à la Martinique opère aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'à Mayotte, qu'à la Réunion, qu'à la Guyane, qu'à la Martinique et qu'à la Guadeloupe. Et on observe que pour calmer le peuple, ce fameux protocole d'intention qui n'est pas un protocole d'accord,
finalement, on a tout de suite annoncé une baisse de TVA. Quand on sait qu'on a un État à plus de 3 000 milliards de dettes, baisser la TVA, je suis pas sûre que ce soit quelque chose de sain. Et puis, baisser à taux zéro la taxe d'octroi de mer, mais sans jamais connaître combien de bénéfices se fait la grande distribution. On a le sentiment que finalement, ce protocole a été un protocole pour calmer les tensions, mais en rien ne répondra à ce phénomène de hausse des prix, puisque la grande distribution n'est pas plafonnée. Il n'y a pas de différentiel et il n'y a pas de contrôle, même si nous sommes dans un marché libéral, mais pour protéger la population dite française des Outre-mer, il faut qu'il y ait un minimum de regard sur ce qu'ils gagnent. Donc comment se fait-il que l'État prenne la décision de baisser les taxes, que la collectivité territoriale de Martinique décide de baisser sa taxe d'octroi de mer, alors qu'au moment où on vous parle, entre le 1er septembre et aujourd'hui, on observe encore une augmentation des prix. En Martinique, si vous voulez faire vos courses, acheter une voiture, des livres ou de la déco, vous êtes pratiquement sûr de passer par l'un de ces 3 groupes familiaux. Ils ont tous un point commun. Ils appartiennent à des personnes qu'on appelle là-bas des béquets. Et à chaque mobilisation contre la vie chère, ils sont pointés du doigt. On n'a pas le droit de parler de relations ethniques entre nous parce que même si la classe dominante économique à la Martinique est dite béquet, c'est un terme que l'on utilise dans le langage courant, mais c'est cette caste qui bénéficie depuis le temps du pacte colonial. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'elle est encore protégée par une baisse de TVA et d'octroi de mer. C'est injuste, mais je rajouterais qu'au moment où on nous dit une taxe d'octroi de mer à zéro et une TVA à taux zéro, il faut savoir que la grande distribution bénéficie par an de 60 à 82 millions d'euros d'exonération de taxes d'octroi de mer. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Sans qu'à aucun moment, la grande distribution décide à répercuter ces exonérations sur le prix de vente aux consommateurs. Nous sommes dans une situation où on dépouille les pauvres et ce n'est aucunement acceptable sur aucun territoire français, que l'on soit dans l'Hexagone ou dans les territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, nous avons choisi, nous, pour ne pas tomber dans cette explication de qui est qui et qu'on ne nous égare pas dans des discours de haine ou qu'on ne nous dise pas que nous sommes en train d'attiser la haine contre qui que ce soit en termes racialistes, de nous adresser à des acteurs économiques. Aujourd'hui, on a affaire au SDGA. C'est le syndicat de la grande distribution qui, ce n'est pas de notre fait, est composé d'un certain nombre de familles qui effectivement appartiennent à la caste dite béquet. Mais ça, c'est une construction économique qui date d'il y a très longtemps. Et nous ne remettons pas en question cela parce que c'est pas d'un coup de baguette magique que ça va changer. Ce que nous disons, c'est que cette manière de commercer doit être régulée d'abord par les lois qui nous empêchent de commercer avec les territoires qui sont pas très loin de nous, c'est-à-dire par exemple l'Amérique du Sud, etc. Et pendant la table ronde, nous avons eu à pointer du doigt notamment que par exemple la grande distribution de chez nous se fournit auprès de centrales qui sont juste à côté, par exemple au Brésil, transporte les marchandises sur 8000 km en France pour faire apparemment valider le fait que ça puisse être vendu chez nous ou pas, et que ces marchandises peuvent retraverser la mer pour revenir chez nous, et après on nous parle du fait que ce sont les coûts de transport qui causent le prix des marchandises. C'est l'une des choses qu'on est en train de remettre en question, et d'autres accords qui datent d'il y a très longtemps. 70 mesures, un petit peu plus de 70 mesures ont été proposées par le rapport Ajar, qui date de l'année dernière. À la date d'aujourd'hui, aucune n'ont été appliquées. La table ronde l'a révélé, les vidéos on peut regarder. Quand on regarde ces messieurs s'exprimer et qu'il y en a un qui connaît le chiffre de tout le monde, ils se mettent d'accord sur ce qu'ils disent, on a compris qu'entre eux, il n'y a aucune concurrence. On a compris que c'est eux qui détiennent toute l'économie. Et donc, s'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'avantage pour le peuple. C'est très simple. Il n'y a pas à faire un schéma. On regarde sur la table ronde, on comprend tout de suite. Quand des gens qui sont censés être concurrents, l'un connaît les chiffres de l'autre et ils se mettent d'accord devant caméra sur ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Et s'il n'y a pas de concurrence, c'est illégal. Ils le font devant nous, ils le disent devant nous. Ce qui se passe chez nous n'aurait jamais pu se faire ici. Tout simplement parce que chez nous,
on peut se permettre de ne pas respecter la loi. Et on peut voir un préfet dire « oui, ce n'est pas normal, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Les mêmes aujourd'hui qui se plaignent que si jamais ils changent ce qui est en place, ça va tuer les petits et dont les agriculteurs, ce sont les mêmes qui ont tué les agriculteurs. Ce sont les mêmes qui ont importé en masse sans porter de l'aide à ceux qui étaient déjà en place. Aujourd'hui, avec la monoculture, nous sommes contraints à rester dans la dépendance alimentaire via l'Europe. Et nous avons normalement des fonds européens structurels qui devaient permettre aux agriculteurs de bénéficier d'une enveloppe de 300 millions d'euros pour aller vers une diversification. Malheureusement, grâce au lobby, parce qu'il faut être structuré pour bénéficier de ces fonds, grâce au lobby de la banane aujourd'hui, l'enveloppe est ponctionnée à plus de 200 millions d'euros sur les 300 millions d'euros, ce qui laisse très peu aux agriculteurs qui veulent se structurer de pouvoir bénéficier de ce fonds POSEI. Et comment expliquer qu'un fonds européen dédié à la diversification alimentaire soit ponctionné à plus de 90% pour de la monoculture? Aujourd'hui, 1 kilo de banane sur un étal d'un Carrefour France coûte moins cher que chez nous. Nous payons la banane qui est produite chez nous plus cher. Nous avons encore un phénomène colonial qui nous touche. Vous avez les grands propriétaires terriens. Vous voyez en France, à la monarchie, quand on a coupé la tête du roi, eh bien, les châteaux forts, les terres sont rentrées dans le domaine public. Chez nous, les habitations et la majorité des terres sont restées possession de ces descendants de colons esclavagistes. Et bien évidemment, quand on installait les 36 mois sur le territoire des Outre-mer, quand ils avaient la mission dictée par le roi de rester 36 mois sur les terres et de les cultiver, ils bénéficiaient des terres plates, facilement mécanisables. Tandis qu'à la crise industrielle de début 1900, ils ont eu à se débarrasser des terres qu'ils avaient, mais les terres, elles sont comme ça. Elles sont vraiment, comme on dit chez nous, des mornes, des collines très abruptes, qui font qu'aujourd'hui, à dos d'homme, nos agriculteurs se tuent à la tâche. Donc il y a un phénomène d'expropriation qui ne se fait pas, il y a une justice jusqu'au foncier qui ne s'opère pas. Et nous avons ces jeunes agriculteurs aujourd'hui qui souffrent beaucoup et qui abandonnent et qui quittent le territoire et qui parfois trouvent bonheur en France hexagonale, ce qui est totalement hors sol quand on réalise. Nous avons aussi le phénomène de pollution au chlordécone. Alors vous me direz qu'on insiste, mais comme par hasard, les mêmes qui ont bénéficié d'autorisation et de prolongation de dérogation pour utiliser le chlordécone sont les mêmes qui détiennent la grande distribution. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas dans une égalité des chances, on n'est pas dans une égalité économique, on n'est pas dans une justice économique et on est dans une inégalité totale de traitement en fonction de qui nous sommes sur nos territoires. Or, nous sommes censés être un et indivisibles. Une longue grève générale, 38 jours en Martinique. Tous contre la vie chère, le coût du carburant, les pensions de retraite, la santé, le chômage, l'alimentation. Une vague rouge, des milliers de Martiniquais occupent les rues de la capitale jour après jour. 10 ans après, c'est l'amertume qui prévaut. De ce qui s'est passé à maintenant, je vois pas trop le changement parce qu'on nous purge quand même. 2009, c'était aussi un mouvement populaire, mais avec plusieurs directions, plusieurs têtes, si on peut dire, plusieurs revendications différentes. Ça veut dire que c'était les salaires, c'était les pièces automobiles, c'était le problème des terres volées, c'était l'alimentation, c'était l'hôpital, c'était une multitude de problèmes. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, tout ce qui était sur le tapis, ça a pété d'un coup. C'était des revendications justes et légitimes. Là où ça a été un peu compliqué à notre analyse, c'est que solutionner tous ces problèmes-là d'un coup, c'est pas que c'était impossible, mais c'était plus qu'un défi. Donc forcément, ça aurait été long, très long et pénible. Et au contraire, ils ont utilisé le fait de ne pas pouvoir tout solutionner tout de suite pour montrer au peuple que juste ce n'est pas possible. Ils ont fait de belles promesses, ils ont vendu du rêve, et puis rien n'a été respecté. En 2009, c'était les syndicats. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les contraintes syndicales qui sont
pareil un peu partout, c'est-à-dire le chronomètre de 44 jours qui court, et les personnes en face savent très bien qu'avec 44 jours de délai, plus ils font traîner l'ouverture des négociations, plus quand on ouvre des négociations à la dernière minute, on est un peu contraint et forcé d'accélérer et d'accepter peut-être dans la rapidité des choses qu'on ne veut pas forcément, même si on voulait plus. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Sauf qu'en face de nous, il y a aussi de l'inertie. On nous a pointé du doigt que c'était quelque chose qu'on appelle l'inertie qui faisait en sorte que la situation ne progresse pas. Aujourd'hui, je crois qu'au vu des vidéos qui sont encore sur Internet et que tout le monde peut consulter, toutes les tables rondes, on peut pointer du doigt et commencer à mettre un nom sur l'inertie. Nous, on est pour une autonomie. Mais le peuple, pour qu'il puisse comprendre, il faut qu'ils puissent voir l'angle comme il faut. Nous nous sommes dit, allons devant des problèmes, expliquons-leur pourquoi ce problème ne peut pas être solutionné par nous-mêmes. Si on avait le pouvoir de le faire, on l'aurait fait. Mais on n'a aucun pouvoir, en fait. Et de par ce problème, ça nous permet de conscientiser le peuple et leur démontrer, mais regardez, en fait, on n'a aucun pouvoir. Et les gens qui sont chez nous, qu'on a mandatés, n'ont aucun pouvoir. Puisqu'on leur dit que ça ne va pas, ils voient eux-mêmes que ça ne va pas. Et ils ne peuvent pas changer les choses. Ça démontre bien que le statut dans lequel on se trouve est arrivé à ses limites. Va se poser de toute façon irrémédiablement la question de l'évolution institutionnelle des territoires d'outre-mer. La France aura un choix à faire, peut-être eu égard à toutes ces dettes qu'elle cumule. Est-ce qu'à un moment donné, elle continuera à diminuer les enveloppes, les dotations des collectivités des Outre-mer, comme on a pu l'observer, plus de 20% de baisse de dotations aux collectivités territoriales des Outre-mer? Ça démontre qu'il y a un problème, premièrement. Deuxièmement, l'évolution institutionnelle sera nécessaire parce que généralement, d'observation, quand il y a des transferts de compétences régaliennes aux collectivités territoriales, généralement, ça se fait sans transfert d'argent qui va avec. Donc, on est obligé de ponctionner sur nos ressources propres pour assumer des compétences qui viennent du régalien. Aujourd'hui, vous avez une population qui est de plus en plus lettrée, qui part faire de plus en plus d'études, et la question du statut politique de la Martinique se pose. Alors, les politistes, j'en entendais un pas plus tard que ce matin, de Martinique. Il était très étonnant parce qu'il ne comprend pas notre stratégie, c'est normal, on casse les codes. Mais il disait, comment se fait-il que M. Petitot puisse se permettre de parler d'autonomie alors qu'il monte en France demander du tout alimentaire sur les prix? Ben justement, c'est bien pour démontrer qu'il y a une inéquation. C'est bien pour montrer qu'il y a une inadaptation, c'est bien pour montrer qu'il y a un problème. Et la question de l'autonomie résonne à nos oreilles parce qu'un minimum de compétences pensées par nous pourra nous permettre de dégager des ressources en interne qui nous permettent de voir comment nos sociétés peuvent fonctionner. Et l'autonomie totale telle que proposée par l'ERPRAC ne vise pas à avoir une rupture franche. Vous savez, la question d'indépendance, elle se pose sous deux angles. La guerre ou la négociation. Une guerre ne sera pas porteuse. Aujourd'hui, nous sommes dans une population qui est vieillissante. On connaît quand même nos chiffres. Ce serait totalement criminel de le faire. Et ça ne nous intéresse pas. On a beaucoup d'ultramarins sur le territoire hexagonal. On ne va pas parler de binationalité. Mais, véritablement, la question de l'autonomie doit se poser. Mais, même si nous ne sommes pas corses, on constate qu'il y a des efforts qui sont consentis pour une continuité territoriale vers la Corse, tout en rapatriant des compétences sur lesquelles les Corses sont fermes dessus. Notre insularité nous pousse non pas à nous replier sur nous-mêmes, mais à gérer certaines choses nous-mêmes. Et c'est un petit peu le sens dans lequel nous allons pour l'autonomie institutionnelle, sachant que nous sommes dans un bassin caribéen où nous avons par exemple la Dominique qui est non loin, qui est le poumon vert de
la Caraïbe, qui est productrice en légumes, en veux-tu, en voilà, qui pourrait nous apporter des solutions. Aujourd'hui, on va vers la Caraïbe ou l'Amérique latine, mais où, encore une fois, ce sont les mêmes qui détiennent des terres là-bas et qui sont sur des normes agricoles qui ne sont pas européennes et qui sont fort discutables. Voyez-vous ? Mais nous avons la possibilité de savoir avec qui on a envie de commercer, ne serait-ce que dans le respect des normes climatiques, réduire ces coûts d'acheminement qui sont très polluants pour l'environnement. Donc nous sommes sujets à réflexion sur tous ces éléments-là. Et quand on vient en France hexagonale pour demander un alignement des prix ou une baisse des prix sur l'alimentaire, c'est bien pour montrer que si ce ne sera pas possible parce qu'on conserve le pacte colonial entre les puissances économiques et la France, c'est que nous devons aller vers un point de rupture. C'est que la France nous démontre que nous ne sommes pas tout à fait français. C'est que la France nous démontre qu'elle défend certains et pas d'autres au nom de la démocratie. Et c'est ce qui permettra d'ouvrir le chemin des possibles et de démontrer à la France, vous voyez que vous n'êtes pas égaux avec nous. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas en égalité. Donc, laissez-nous choisir un petit peu notre destin si vous n'êtes pas en mesure de réfréner ce pouvoir économique qui fonctionne sur un pacte colonial de plusieurs siècles.